Est-ce bien de cette démocratie dont le continent a urgemment besoin? Son salut ne passe-t-il pas, contrairement à la réflexion de Barack Obama, par des hommes forts? La doctrine nécessaire n'est-elle pas celle qui promeut le développement? Je n'ai pas de réponse, Je n'ai pas de réponse définitive. Je m'interroge tout simplement. J'avoue que je n'ai pas de réponse et je ne pense pas être détenteur d'une quelconque vérité. Et je sais que ce type de réflexion peut susciter une critique acerbe, la colère des nombreux diplômés qui l'ont adopté comme on entre en religion. Je peux le comprendre et intégrer leur opposition. Mais dans l'absolu, n'est-ce pas du débat d'idées dont nous avons besoin urgemment aujourd'hui? N'est-ce pas urgent de penser par nous-mêmes, de choisir ce qui correspond mieux à nos aspirations? Le moment de s'interroger sur le mot d'idoine de gouvernement dont a besoin le continent noir n'est-il pas venu? Peut-être devons-nous enfin oser faire la critique intelligente de cette démocratie importée, imposée. Et si c'était de là que naissait un nouveau système mieux adapté à nos réalités, à nos peuples? Déjà, comment pouvons-nous imposer à nos parents, à nos campagnes, au plus grand nombre, un système qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas traduire dans leur langue, un modèle qu'ils ne peuvent pas définir? Et pourtant, nombreux sont les petits malins qui ont su tourner ce système imposé en dogme à leur avantage, remplaçant à coups de billets de banque, de sarderie ou de pain sardine dans leur village, le chef traditionnel et les notables locaux, sans jamais rien apporter de concret aux populations. Des élus qui ne retrouvent le chemin de leur circonscription qu'au moment des élections, qui traitent leurs administrés comme du bétail électoral et ne leur rendent jamais de compte, avec à chaque fois les mêmes rengaines sur l'urgence démocratique, sur ses vertus. Pendant ce temps, on a fait des chefs traditionnels, gardiens de la tradition, des commis d'administration, à qui on accorde de maigres subsides à partir du moment où ils restent dociles au régime en place. Certains ont même rejoint le parti au pouvoir, les chefs. Comparaison n'est pas raison, dit-on, mais peut-être qu'on doit sortir du fétichisme des mots pour regarder d'autres modèles. Et si on regardait autour de nous ceux qui étaient à notre niveau il y a 50 ans, ceux qui accusaient le même retard de développement et qui n'ont pas été sous la pression du modèle qu'on nous a imposé. Tenez, ils sont des milliers, les Africains, qui désormais prennent le chemin des Émirats arabes unis. C'est devenu l'Eldorado, le modèle que l'on montre. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats arabes unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones, les bédouins du désert. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats attirent les investisseurs du monde entier. Une telle réalisation ne peut s'expliquer que par le seul fait de l'argent, mais par une vision. Ceci ne peut s'expliquer autrement que par le leadership d'un homme, par la vision d'un homme. Et ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ce n'est pas venu d'ailleurs. On ne peut pas accomplir de telles choses, des choses aussi grandioses, si l'on n'aime pas d'abord son peuple, si l'on ne veut pas lui offrir le meilleur, avec un système de santé des plus modernes, des plus généreux pour son peuple, avec un système d'éducation des plus adaptés, avec des infrastructures des plus sophistiquées, des aéroports futuristes, avec un modèle de sécurité qui protège ses populations. Qui en bénéficie? Ces populations. Ces visionnaires, peut-on dire qu'ils ne veillent pas sur les droits de leurs compatriotes? Peut-on les accuser de saigner leur peuple? Oui, bien sûr, tout n'est peut-être pas parfait dans ce monde. Mais les populations semblent bien plus heureuses, mieux traitées que dans l'immense majorité de nos nations du sud du Sahara et même de nombreux pays occidentaux. Ce qui a d'ailleurs amené la presse occidentale à changer de ton avec les Émirats arabes unis. On les accueille dans les palais des grandes puissances avec tous les égards. On leur déroule à chaque fois le tapis rouge. Ils imposent leur volonté et personne ne leur parle de démocratisation. Personne ne leur donne des leçons pour gérer leur pays. On est plus pressé de leur vendre des avions, de signer avec eux des contrats. On n'est jamais contrariant avec eux, jamais. Tout ceci est d'abord l'œuvre, la vision du cheikh Rachid, père de l'indépendance de Dubaï, qui est mort en 1990. Mohamed Al-Rachid Al Maktoum est aujourd'hui le monarque de Dubaï.
Même si la crise financière de 2009 l'a profondément touché, Dubaï reste un modèle. Cette famille est pourtant aux affaires depuis le début. Cheikh Zayed Ben Sultan, surnommé le sage des Arabes, est resté aux affaires de la création des Émirats Arabes Unis en 1971 jusqu'à sa mort en 2004, soit 33 ans. Il a été remplacé par Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan en 2004. En gros, la famille est au pouvoir depuis 1932. Mais personne ne leur fait le sempiternel reproche de la dynastie ou de la limitation des mandats à deux. Aujourd'hui, ils sont des milliers les Africains qui émigrent vers ces territoires malgré l'hostilité qu'ils y rencontrent souvent. Il produit un effet dément sur nombre d'entre eux. Il est devenu une plaque tournante de l'économie du Moyen-Orient, mais également de la planète tout entière. Les populations africaines ne diraient pas non, ne dédaigneraient pas si on leur proposait ce niveau de vie, cette qualité de vie, ce cadre, ces infrastructures. Ce n'est pourtant pas une démocratie, loin s'en faut. Mais les nationaux y sont heureux. Autre modèle, autre succès, Singapour. Lee Kuan Yew, Premier ministre de la République de Singapour de 1959 à 1990, cofondateur du pays, supervise la séparation de Singapour de la Malaisie en 1965 et entame les transformations, en dirigeant le pays de façon autoritaire. Il transforme Singapour d'un pays avant-post-colonial, sous-développé et pauvre, sans ressources naturelles, en un pays avec une des économies les plus florissantes de toute la planète. Sous son autorité, Singapour va poursuivre une politique de croissance par l'investissement rendu possible, tenez-vous bien, par l'épargne forcée des ménages. Difficile de convaincre un jeune Africain qui n'a pas le droit de connaître ce développement, que ce n'est pas pour lui. Tous sont admiratifs de ce prodigieux développement et malgré la distance qui le sépare de l'Afrique, ils sont de plus en plus nombreux à s'aventurer jusqu'ici à Singapour. Personne ne mentionne le fait que la même personne soit restée aux affaires près de 50 ans. Ce dont on se souvient, c'est la transformation de son pays en un Eldorado. On pourra en dire autant de quelques nations qui ont choisi d'autres voies, d'autres modes de gouvernance et qui ont obtenu des résultats remarquables. La Chine qui est aujourd'hui l'usine du monde. Je sais que je suscite aussitôt lire des bien-pensants donneurs de leçons et ayatollahs de la pensée unique occidentale en disant ceci. Mais regardez le nombre d'Africains qui, par désespoir, sont des milliers à choisir de s'exiler en Chine, malgré la xénophobie, le rejet qu'ils y rencontrent. Ils seraient bien heureux, dans leur pays d'origine, où on vote régulièrement, d'avoir les mêmes infrastructures et le même cadre de vie, pour ne serait-ce que se débrouiller à nourrir leur famille sur place. Ma conviction du moment est certainement discutable, c'est vrai. Mais à choisir entre un monarque éclairé qui m'aide à retrouver ma dignité, qui m'offre de l'espoir, me permet de me soigner, et un démocrate qui organise régulièrement des élections dans des mouroirs en offrant à sa jeunesse le choix de prendre la Méditerranée ou se suicider dans le Sahara, je me soumets au monarque éclairé, sans hésiter. Le fétichisme de l'élection et des deux mandats qui animent tous les jours les débats politiques doivent être interrogés. La jeunesse doit arrêter d'être des éponges absorbent tout, comme nous l'avons été pour s'inventer son modèle. Les règles qui s'appliquent ailleurs ne sont pas forcément compatibles dans un environnement qui n'est pas adapté. Elles doivent tenir compte des us et coutumes, des spécificités propres à nos sociétés. On me dira que nous sommes tous égaux, que les règles sont universelles, qu'on vit dans un grand village planétaire. Ça fait beau dans les cours à l'université, mais on sait que ce n'est pas vrai. C'est à géométrie variable. Cette règle de la limitation à 2 mandats n'a pas toujours existé dans les grandes nations démocratiques. Aux États-Unis d'Amérique, pendant la crise, Franklin Delano Roosevelt est resté aux affaires de mars 1933 à avril 1940.